Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Freelance Stories, le podcast où on interviewe tous les meilleurs freelances qu'on croise. Et aujourd'hui, on est avec Lucas. Comment tu vas, Lucas? Eh ben écoute, très très bien. Ça me fait très plaisir d'être là avec toi. Ah bah écoute, plaisir partagé. C'est grave cool de pouvoir t'avoir parce que du coup, toi, enfin, pour te présenter rapidement, bien sûr, t'es freelance depuis 4 ans parce que t'as une sacrée expérience en conseil, etc. Donc 9 ans d'expérience. Évidemment que t'as pu te lancer en freelance en toute sérénité. Et du coup, bah, tu te Yes. permets même de faire maintenant des coachings pour les freelances. Donc évidemment, tu les coaches sur les CV, les entretiens, leurs profils, etc. Donc ça, bah, t'auras pas mal de choses à nous apprendre là-dessus. Et en plus, t'es digital nomade, donc c'est vrai que ça peut toujours faire plaisir aux gens d'avoir des retours là-dessus. Donc écoute, bah, pour commencer, est-ce que tu peux me faire un petit débrief de ton parcours et de comment t'es arrivé là? Yes, ouais, carrément. Alors moi, du coup, ouais, comme tu le disais, donc moi, je suis chef de projet senior, donc avec 9 ans d'expérience. J'ai vraiment commencé en fait ma carrière dans les cabinets de conseil. Voilà, j'ai que d'abord commencé comme intégrateur côté CRM Salesforce. Après, j'ai basculé donc dans la partie gestion de projet, comme tu le disais, toujours dans un cabinet de conseil qui s'appelait PwC. Et après, j'ai eu une petite une pause entrepreneuriale de 2 ans entre guillemets, où j'ai commencé à faire du e-commerce. Et après, là, ça fait 3 ans où je suis passé vraiment freelance et je suis retourné un peu dans les origines que j'aimais bien, qui était vraiment la partie pilotage projet et la partie freelance qui correspond un peu mieux à mon style de vie, qui est digital nomade, comme tu l'as expliqué. Ok, bah écoute, trop bien. Donc ouais, passage par un cabinet de conseil pour prendre de l'expérience, hein, bien sûr, j'imagine. Est-ce que d'une part ça a été une bonne expérience? Est-ce que tu penses que voilà, ce passage en cabinet de conseil, il est un peu obligatoire pour tout le monde en sortie d'école ou sur deux choses, ou est-ce qu'en fait c'est pas si nécessaire que ça? Yes, ouais, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup débat sur Internet ou sur LinkedIn de se dire, enfin chez les freelances en tout cas, est-ce qu'il faut directement commencer, que ça soit chez le client final, donc en entreprise ou en cabinet de conseil, ou commencer freelance. Alors, moi, je suis un peu, voilà, je, je suis pas neutre puisque j'ai commencé avec cabinet de conseil, mais en tout cas, pour avoir commencé en cabinet de conseil, ce que je peux dire, c'est que vraiment, je trouve que c'est une très bonne expérience. Pourquoi? Parce que quand tu es en cabinet de conseil, surtout quand tu es junior et que tu commences, en fait, tu sais pas exactement ce que tu veux faire. Voilà, qu'est-ce que tu aimes faire, quel secteur d'activité tu aimes, etc. Et en fait, en étant en cabinet de conseil, ça te permet, bah voilà, de tester plusieurs types de missions, plusieurs types de clients, donc plusieurs secteurs d'activité. Et en fait, grâce à ça, tu acquiers énormément d'expérience en très très peu de temps. Et du coup, bah, c'est grâce à ces expériences que tu découvres, ah bah ça j'aime bien, ah ça j'aime pas du tout, je veux plus en entendre parler. Tu vois, typiquement pour moi, c'était le secteur financier, je veux plus en entendre parler, c'est pas un truc qui m'intéresse. Et voilà. Et après, de fil en aiguille, tu apprends ce que tu trouves, enfin tu apprends tu découvres ce que tu aimes, et après tu engranges de l'expérience. Donc tout ça combiné, je pense vraiment que commencer avec cabinet de conseil, c'est vraiment une bonne un bon départ quoi pour son parcours professionnel. Ok, mais comme tu dis, ouais, c'est plutôt un départ et ensuite c'est quand même censé être une transition vers autre chose. Donc ouais, toi t'as eu à la fois le côté entrepreneur, ensuite freelance et tout. C'est vrai que j'avoue que moi je suis pas fan des cabinets de conseil, enfin en tout cas en CDI hein, bien sûr. Évidemment après ceux qui font du portage pour les freelances et tout là c'est un autre marché. Mais c'est vrai que je me dis que c'est voilà, ils profitent souvent on va dire de pas de la naïveté mais du fait qu'un mec qui sort d'école, bah il veut un travail très rapidement sans avoir de doute ou autre, de commencer à se dire mince, je vais leur prospecter parce que c'est pas aussi facile que je pensais, etc. Donc, en général, les gens ont tendance à accepter les premières offres des cabinets de conseil parce que c'est l'offre, voilà, la plus simple. Et effectivement, comme tu dis, ça offre pas mal de perspectives différentes, ça permet d'avoir des choses assez variées. Mais c'est vrai que voilà, j'ai l'impression qu'il y a un peu le côté, alors pas exploitation, hein, parce que tu es quand même bien rémunéré, tant que tu fais des choses dans le digital, etc. Il n'y a pas de souci. Mais par rapport à ce que le cabinet facture, c'est vrai que Ouais. j'ai un peu de mal à voir comment les gens peuvent s'en satisfaire, tu vois. Mais Ouais, alors ce que tu dis est vrai, hein, tu as entièrement raison du début à la fin. Mais par contre, ce que je pense, c'est que, en tout cas, c'était mon cas, qui est peut-être pas le cas, en tout cas pour toi, ça se voit, et toi, tu avais tout de suite, on va dire, pas cette âme, mais cette envie d'entreprendre et tout de suite te prendre en main. Moi, typiquement, je l'avais pas en sortie d'école, et du coup, je me concentrais d'abord en fait sur de me dire, allez, je vais en cabinet de conseil et je vais tester plusieurs missions, je vais apprendre le job et j'ai pas d'autre chose à penser. Alors qu'effectivement, ceux par contre qui dès la sortie d'école savent à peu près ce qu'ils veulent faire ou qui ont un peu cet esprit entrepreneur et qui sont prêts à y aller, ah bah oui, alors là carrément, il faut y aller tout de suite parce que oui, les cabinets de conseil, et c'est ça qui m'a fait aussi changer et aller vers la vie de freelance,
Bah oui, ils se gavent quoi, les cabinets de conseil. Putain, moi le jour, je me rappelle dans un cabinet de conseil, j'avais participé à une propale classique quoi pour proposer la proposition commerciale chez un client. Et quand j'avais vu combien il me facturait à la journée, donc en l'occurrence c'était 1 300 € pour un consultant Ah senior. oui, Et quand j'ai vu ma pas paye, mal. j'ai fait ah ouais, il y a quelque chose qui va pas là. C'est bizarre. Les Donc calculs sont voilà. pas bons, effectivement, ouais. Ah, les calculs Non, sont c'est pas ça, bons là. carrément. Non, mais c'est sûr que c'est ça qui est un peu frustrant, on va dire. C'est que, comme tu dis, par contre, effectivement, ceux qui ont déjà un peu leur ligne toute tracée, qui savent dès voilà, l'école d'ingé ou quoi que ce soit, qu'ils veulent partir dans une destination bien précise, là, effectivement, pour eux, la question se pose pas. Et c'est pour ça, un peu, j'avoue qu'on a commencé à créer tous les deux, je pense, du contenu sur LinkedIn. C'est le fait d'orienter les gens vers ça et de leur faire comprendre que c'est une option qui existe, la freelance ou en tout cas se lancer en solo. Et du coup, voilà, on n'a pas besoin forcément d'un cabinet pour nous accompagner sur ces différentes missions. On peut le faire tout seul. Donc voilà, effectivement, tu as raison, c'est une question on va dire, d'anticipation, de savoir est-ce que tu sais où tu vas ou alors est-ce que tu es encore en train de tâtonner un peu ou de tout simplement voilà, tester Exact. plusieurs pistes. Mais du coup, en tout cas, c'est ça qui t'a permis. Pardon, vas-y, dis-moi. Non, je disais non, complètement, exactement. Ça te permet, voilà, de poser un cadre et d'être un peu mieux accompagné. Voilà, si tu sais, voilà, gérer une trésorerie, pas flamber quand tu récoltes du coup pas ta salaire, mais ta prestation que tu factures. Et bah oui, si tu as déjà la tête sur les épaules et que tu as un plan. J'aime beaucoup cette expression qu'on dit, soit tu as un plan, soit tu es dans le plan de quelqu'un d'autre. Et du coup, tu vois, quand tu es dans un Ouais. cabinet de conseil, tu es dans le plan justement bah, des directeurs, des associés qui justement vont te placer et récolter les sous. Alors que si tu as un plan, tu sais ce que tu aimes faire, tu sais où tu veux aller, bah tu peux suivre ton propre plan. Mais voilà, après voilà, t'es un peu seul, etc. Il faut te prendre en charge. Et effectivement, toi et moi, on publie pas mal de contenu sur LinkedIn éducatif pour la vie de freelance, et c'est pour aussi démystifier ce fait que oh là là, on se lance en tant que freelance, putain attention, on va perdre la sécurité, etc. Comment je vais gérer ma trésorerie, comment je vais gérer l'administratif. Et en fait, c'est tout des clichés qu'on a parce qu'on ne connaît pas, on a peur d'y rentrer. Mais une fois qu'on rentre dedans et qu'on commence à mettre un pied dedans, bah, c'est comme chaque chose en fait. On se rend compte que bah on faisait toute une montagne, mais en fait non, c'est des choses à faire, des actions à faire, mais c'est pas insurmontable quoi. Mais carrément, c'est ça, c'est que évidemment, si tu veux la couler douce entre guillemets et être managé, donc un peu voilà, accompagné tout au long de ta carrière, bien sûr que c'était pas la meilleure option. Mais à partir du moment où tu es déterminé là-dessus et que tu veux te prendre en main et être vraiment maître de ta carrière, ta rémunération, ta liberté, tout ce que tu veux, là pour moi je pense que c'est une très bonne option. T'as raison, il y a forcément des contraintes, hein, tout ce qui est administratif, c'est pas le plus fun. La trésorerie, effectivement, bah, faut quand même prévoir un petit peu à l'avance, avoir un peu de côté et tout, parce que bon, c'est quand même dommage de se mettre en galère financièrement. Mais ouais, il y a quand même pas mal de beaux avantages. Et du coup, toi, typiquement, c'est lequel qui t'a fait passer freelance? Donc, au moment où tu as fait la transition, qu'est-ce qui Ouais. t'a voilà, forcé à te dire, OK, il faut que je le fasse parce qu'il y a cet avantage-là où je peux pas m'en passer? Ouais. Alors effectivement, donc ouais, pourquoi en fait je suis passé freelance? Je dirais qu'il y a trois choses. Et c'est pour ça que je disais vraiment au début, cabinet de conseil, j'aime bien, mais après, tout ce que j'ai bien aimé en fait en cabinet de conseil, c'est ce que j'ai détesté par la suite. Donc en l'occurrence, OK. les cabinets de conseil, ils te positionnent sur des missions que tu n'aimes pas forcément. Donc Ouais. voilà, plus tu avances, typiquement, moi voilà, j'ai fait des missions donc en gestion de projet, donc j'ai fait un peu de produit, donc product owner, j'ai fait des missions de chef de projet, des missions de pilotage de la MOA, donc le pilotage de l'intégrateur. J'ai fait du business analyst, j'ai fait de la MOA, donc l'accompagnement client. Donc j'ai fait un large type de rôle au sein des projets informatiques, et j'ai aussi touché à différents secteurs d'activité. Et typiquement, bah, il y avait des secteurs d'activité, comme je le disais un peu au début, comme par exemple la finance, ça ne m'intéressait, mais alors pas du tout. À un moment donné, j'étais dans un secteur financier qui faisait de la gestion de fonds d'actifs. Donc pour moi, c'était pas très palpable, pas très concret. Et du coup, j'ai fait la mission, mais j'ai pas trop aimé. Et après, quand j'ai cru comprendre qu'on allait me positionner encore sur ce genre de mission, alors que j'avais clairement dit que ça ne m'intéressait pas, et ben on m'a fait clairement comprendre, enfin pas clairement comprendre, c'est le jeu des cabinets, mais de te dire, eh ben, écoute Lucas, va falloir quand même y aller au bout d'un moment, quoi. On est désolé pour toi, mais s'il n'y a pas d'autres Ouais. missions, t'y vas, quoi. Et donc ça m'énervait un petit peu, quoi, à la longue, parce que plus tu commences à gagner en seniorité, moins t'acceptes les choses. Donc voilà, là, tu pouvais pas choisir tes missions. Donc ça, c'était le premier point.
Le deuxième point, qui est le cliché, mais qui n'est pas un véritable cliché, mais qui est véridique, c'est les 5 semaines de congé. Les 5 semaines de congé payés, donc tu as une semaine à Noël, et après tu as les 4 semaines qu'il faut poser entre juillet et août. Ça Ouais, exactement. m'insupporte. Ouais. Franchement, c'est le truc. Alors après, comme je le dis aussi aux personnes que je coach freelance, c'est pas parce que du coup tu es freelance que du coup tu poses tes vacances n'importe quand. Voilà, moi là je suis en Bien mission sûr. là chez un client. Bien évidemment, je vais respecter les vies du projet. Quand on va faire une release, je vais pas prendre mes vacances quand on va faire la mise en production d'une release. Je vais attendre quelques mois supplémentaires. Mais par contre, ce qui est bien quand tu es freelance et que du coup t'enchaînes des missions, c'est qu'une fois que tu arrêtes ta mission, bah, tu peux prendre 3, 4 mois de vacances à l'étranger, tranquille, tu as de compte à rendre à personne et tu prends des vraies vacances quand tu le souhaites, quoi. Et ça, c'était vraiment un Exactement. truc game changer, quoi. Donc Ouais, ça, c'était le carrément. Bah, deuxième. pour rebondir un peu là-dessus, je te Vas-y, coupe, hein, j'en profite. Et vas-y. pour rebondir là-dessus, alors, tu as cité les deux trucs, effectivement, qui, moi, m'avaient déchauffé d'avance pour les CDI en cabinet de conseil. C'est effectivement les missions forcées. Au début, on t'en propose une ou deux. Et par contre, à la troisième, bah, t'es obligé de la prendre. Et après, ouais, effectivement, tous les gens que je côtoie là en mission et qui sont dans des cabinets de conseil, c'est, bon, bah, je vais devoir prendre 3 mois, enfin, non, pardon, 3 semaines au mois d'août, parce que voilà, le cabinet ferme à ce moment-là et donc je suis obligé de les prendre. Et donc, comme tu dis, il reste une semaine à Noël et une semaine peut-être en février. Et voilà, après, t'es un peu bloqué là-dessus. Alors que nous, effectivement, en freelance, on a peut-être effectivement des missions qui vont se terminer et on retrouvera pas dans la foulée instantanément. Mais en vrai, ça te fait justement des périodes de vacances. Alors, c'est pas forcé à ce moment-là, hein, parce que les périodes peuvent être plus ou moins flexibles, etc. Et tu prends plus ou moins Exactement. quand tu veux, dans la limite du raisonnable. Mais au moins, voilà, ça te fait des vacances beaucoup plus flexibles et je pense plus régulières également. Mais voilà, t'as totalement raison là-dessus. Ouais. C'est exactement ça. Et le troisième point et dernier point que j'ajouterais, c'est la politique interne de l'entreprise. Tu vois, le fameux jeu un peu à la Game of Thrones, où que ce soit au sein d'un cabinet de conseil, mais au sein d'une entreprise, hein, attention. Tu vois, il y a toujours il faut être copain-copain avec le manager, copain-copain avec le directeur, copain-copain avec les collègues. Voilà, il faut faire tous les after-work, faut être présent, ce qu'on appelle avoir du visu au sein du cabinet. Et tout ça, ça m'intéressait pas, ce jeu de politique. Moi, c'est le genre de truc qui me passe un peu par-dessus. Maintenant, je fais toujours du réseautage, mais par contre, quand je fais du réseautage, c'est moi qui ai envie de le faire et c'est moi qui va vers les gens où il y a d'autres personnes comme par exemple là, voilà où on est ensemble, on discute ensemble, on échange ensemble. Mais je trouve que c'est beaucoup plus sain que voilà, il n'y a pas d'arrière-pensée derrière de se dire ah bah je vais être bien vu ou quoi. Non, on échange, on réseaute, mais simplement quoi. Ouais. Bah écoute, totalement. Mais c'est marrant, c'est que du coup, on n'en avait pas parlé avant, mais j'ai vraiment les mêmes points. C'est totalement le fait qu'effectivement, le réseautage. Alors, j'avoue qu'il y a quelques temps, j'étais pas fan du réseautage LinkedIn, etc. Mais c'est en créant du contenu que tu te rends compte qu'effectivement, tu peux beaucoup plus rapidement connecter avec des gens qui font la même chose ou qui ont les mêmes passions, les mêmes centres d'intérêt, on va dire. Et donc là, pour le coup, c'est automatique. En fait, t'as pas besoin de faire une démarche ou autre. C'est automatique. Il y a des prises de rendez-vous, etc. qui se font entre nous parce que juste on a envie d'en discuter, etc. Donc ça, c'est trop cool. Et à l'inverse, par contre, effectivement, aller aux afterwork parce qu'il y a Didier de la Conta qui est parti et il faut se montrer pour qu'il y ait au moins une personne de l'équipe, etc., etc. Ouais, Quand tu as c'est fait un exactement projet, il faut ça. vraiment que ce soit toi qui le porte. Si tu le portes pas, on va dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Donc voilà, tu vas pas pouvoir monter en grade ou ce genre de choses. Vraiment, ça, c'est pas des choses qui m'intéressent. Moi, je suis C'est là pour faire ça. le boulot qu'on me demande de la meilleure manière. Effectivement, bah, le Exactement. côté social et tout, c'est trop important. En entreprise, ça, on est d'accord. Il faut qu'il y ait de l'interaction. Enfin, moi, je m'amuse bien, entre guillemets, en entreprise. Je fais des blagues, on discute, etc. Oui, bien sûr. Mais par contre, ouais, clairement, faut pas se renforcer. Totalement en phase. Ok, bon, alors, top si on est en phase là-dessus. Donc, t'es passé freelance et du coup, voilà, là, t'en es bien content pour le coup, ce que tu voulais comme liberté, etc. Ça s'est confirmé, hein, j'imagine. Yes. Ouais, bah du coup, en introduction, ouais, on t'a évoqué que j'étais digital nomade. Et effectivement, pour le coup, véritable digital nomade et du coup nomade dans le mot digital nomade parce que je précise parce que il y a beaucoup de personnes, enfin là sur Internet et sur LinkedIn, on entend beaucoup des personnes qui sont digital nomades, mais en fait elles sont juste nomades à l'étranger. Oui, Elles sont digitales mais à expatrié. l'étranger quoi. Elles sont expatriées exactement. Et ils sont à Bali, ils sont à Dubaï. Alors pas de soucis sur ces destinations, mais par contre elles restent à un endroit fixe.
Et alors que en fait, avec ma copine, ma conjointe, nous on est des véritables digital nomades dans le sens où en fait, nous on bouge toutes les semaines d'un point A à un point B sur certaines périodes. Donc typiquement, on Ah a fait oui, l'Amérique centrale, on l'a fait pendant un an, et en fait pendant un an, on bougeait toutes les semaines en même temps qu'on travaillait. Donc en fait, on travaillait et on voyageait en même temps. Et ok, effectivement, c'est cette ça c'est dépendance très qui stylé. était top, quoi. Ah ouais, trop bien. Et ça, du coup, alors bon, j'imagine que tu arrives à prendre l'habitude et à travailler quand même, à être régulier là-dessus, mais c'est pas un blocage entre guillemets de te dire que tu voyages, tu es à fond dans ton petit truc, et quand même de temps en temps, tu dois un peu sacrifier une journée pour travailler. Et Et, voilà, t'aurais peut-être pu faire autre chose dans ton road trip incroyable, et t'es quand même obligé de te faire une petite session de travail. Ça, c'est pas trop déprimant? Ça, c'est la question, ouais, c'est la question. Alors effectivement, parce que vu de ma famille, ils pensent que je suis en voyage, c'est bon, je travaille pas, etc. Ah Mais ouais, en fait, non, il faut bien ramener les sous et on peut pas voyager si on n'a pas de sous, quoi. Donc en fait, non, ouais, la vérité, c'est que donc nous, comment on s'organisait en tant que digital nomade, donc vu que je travaillais avec une entreprise française, on fixait les jours de travail. Donc en l'occurrence, cette fois, quand je suis parti, donc j'avais transformé ma mission qui à l'origine était à temps plein 5 jours. Là, je l'avais fait passer à temps partiel, donc 3 jours. Et donc en l'occurrence, c'était les lundis, mardis, mercredis. Et donc les lundis, mardis, mercredis, on se réservait du coup des jours pour travailler. Euh, et après, on avait du coup le jeudi, vendredi, samedi, 2 week-ends. Donc on était super cool parce qu'on avait un week-end de 3 jours. Et après, le dernier jour, le dimanche, on avait notre fameux jour de transport où on allait d'un point A à un point B, donc d'une ville à une autre, quoi. Et on faisait ça toutes les semaines. Et du coup, ouais, et par rapport à ça, la condition pour que ça fonctionne, que ça soit nous en termes de confort et de travail, et aussi de confiance avec l'entreprise qui du coup accepte le full bien remote, sûr. et ben en fait c'est d'avoir un bon wifi. Donc tu dis ciao toutes les auberges de jeunesse. Non, nous on n'était pas en auberge de Ouais. jeunesse, on faisait du Airbnb, donc on louait des bons apparts avec un bon bureau pour travailler et une bonne connexion Wi-Fi. Ça c'était le minimum. Et après à partir de là, bah voilà, tu prends ton PC, tu prends ta souris, tu prends tes écouteurs et c'est parti quoi. Tu peux travailler de n'importe où. Trop bien, trop bien, trop bien. Et du coup, ouais, t'as pu faire ça pendant un an, tu disais? J'ai fait ça du coup, donc il y a 3 ans en arrière, pendant un an en Amérique centrale, où on a fait du coup du Mexique et on a tout remonté à pied jusqu'en Équateur. On a fait ça pendant un an. Après, on est revenu pendant 9 mois en France, faire une pause. Du coup, j'étais en mission à temps plein. Et après, on a basculé donc on est reparti en Asie du Sud-Est, donc pendant un an. Et là, je suis revenu du coup il y a 3 mois. Et du coup, pendant un an, on a fait ça en Asie du Sud-Est. Et du coup, c'était marrant parce que comme je travaillais du coup avec une entreprise française, il y avait 6 heures de décalage. Et en fait, le lundi, mardi, Exactement. mercredi, je commençais de 14 heures jusqu'à 23 heures. Donc voilà, c'est les petits trucs quoi. Ok, ouais, tu t'adaptes, effectivement. Voilà, vu que tu as quand même pas mal d'avantages, tu peux sacrifier, on va dire, quelques petites contraintes pour t'adapter là-dessus. Mais du coup, ouais, je me posais la question, vu que tu parles beaucoup de gestion de projet, etc., c'est forcément voilà, des missions où tu dois être à la fois en contact avec pas mal de gens en même temps. C'est des missions assez longues, j'imagine, en même temps. Comment ça se passe, du coup, d'être en full télétravail, justement, sur ces choses-là? Est-ce que voilà, il y a des contraintes en particulier, ou est-ce qu'en fait, il y a aucun souci, tu peux le faire Ouais, tranquillement de là où tu veux? ouais. Alors c'est une très bonne question. Alors en fait, c'est ce que je dis aussi aux personnes que je coach qui veulent trouver du full remote dans la gestion de projet. Je pense que pour des chefs de projet, des product owners, etc., c'est pas possible de commencer en full remote. Alors, il y en aura toujours certains qui diront mais si ça existe, il y en a, bien évidemment il y en a. Mais en tout cas, si tu cherches une mission sur une entreprise qui est en France, une entreprise française, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que comme tu le pressens, en fait, chef de projet, ton job, 80% du job, c'est de la communication. Et de la communication, il y a du verbal, du non-verbal, et dans tous les cas, il faut que tu sois présent sur site pour pouvoir bien communiquer avec les équipes. Donc en fait, ce qui s'est passé, que j'ai fait avec mon dernier client, c'est qu'en fait, pendant 9 mois, j'ai travaillé à temps plein du coup en France, où j'avais déjà un peu installé du remote. En fait, du coup, mon client était à Paris et du coup, moi, je suis localisé à Lyon. Donc, ce que j'avais proposé, c'était un rythme hybride, une semaine à Paris et 3 semaines en full remote à Lyon.
Et on a fait ça pendant 9 mois, ça s'est super bien passé. Et du coup, dès que j'allais une semaine sur Paris, bah, je rencontrais toutes les personnes, les utilisateurs métiers, les autres personnes de l'IT, etc. Donc, je commençais à créer du lien. Et du coup, bah voilà, comme au bout d'un moment, ils avaient confiance en moi, la confiance était établie, que je faisais du bon boulot, ou en tout cas, tout le monde était content au sein du projet. Et bah du coup, enfin, ça s'est fait même naturellement parce que moi, je leur ai dit, bah écoutez, avec ma conjointe, on a le projet de repartir. Par contre, moi, je veux continuer à bosser. Et vous, ça vous intéresse? Ils me disent, ah bah oui, bien évidemment que ça nous intéresse. Je leur dis, par contre, moi, je veux faire du temps partiel. Ils me disent, ok, bah écoute, Lucas, on prend entre guillemets ce que tu nous donnes. Bah je dis, bah ok, go. Et c'est comme ça que du coup, j'ai pu faire, j'ai continué à travailler avec mon ancien client pendant 9 mois à l'étranger. Du coup, ça c'est une mission de 18 mois au total. Ok, ouais. Oui, donc en fait, c'est ça. Tu t'es intégré aux équipes, on va dire, en amont. Et une fois qu'ils avaient confiance et qu'ils te connaissaient tous plutôt bien, là, tu as pu effectivement te mettre à l'étranger. Et justement, Exactement. je me pose cette question-là de l'intégration, parce que c'est vrai qu'en général, il y a pas mal de gens qui ont peur effectivement de se retrouver tout seuls quand ils se mettent en freelance, de se dire mince, je vais pas être intégré du tout. Alors évidemment, ça dépend des secteurs d'activité, hein. C'est sûr quand tu es dev et qu'on te entre guillemets te contacte juste pour faire quelque chose et qu'ensuite tu es en solo entre guillemets pendant une semaine, là c'est toujours un peu délicat. Mais justement, toi dans une mission où tu as besoin d'être vraiment intégré au contact des équipes, etc. Est-ce que tu ressens justement une sorte de fracture entre les externes et les internes, ou est-ce que vraiment en freelance, il n'y a aucun souci là-dessus et tu peux t'intégrer vraiment le plus facilement possible? Mm. Alors, je vais parler de mon expérience. Pour le coup, moi, j'ai jamais vécu ça. Après, je pense que ça doit dépendre aussi des personnalités et aussi de certaines entreprises et certaines équipes. Mais moi, pour le coup, je touche du bois. J'ai jamais eu de difficulté d'intégration dans le sens où je trouve que maintenant les entreprises, il y en a de plus en plus qui font appel à des freelances et au final, comme il y a des freelances ou même des consultants en cabinet de conseil, hein, qui sont pas freelance, mais du coup, qui sont externes à l'entreprise. Et du coup, en fait, interne, externe, autant il y a 20 ans en arrière, je pense, t'étais externe, ça devait être compliqué de t'intégrer dans une équipe avec le client. Autant maintenant, ça rentre un peu dans les mœurs de se dire, ah bah, on est une équipe, ah bah ok, il y a Lucas, il y a Alexis, il est freelance, mais c'est pas grave, quoi, il fait partie de l'équipe, etc., quoi, il y a pas de souci. Donc du coup, moi, l'expérience que j'ai pas eu de problème d'intégration et au contraire, j'ai pas eu de pression en tout cas par rapport au client ou une personne au sein des équipes qui te dit ah bah toi t'es freelance ou tu vois ou un manque de respect ou tu vois un truc de hiérarchie. Non, pour le coup, je trouve que les intégrations sont assez fluides maintenant avec les clients. Ouais, assez d'accord. Et je pense qu'on a le même type de mission, en tous les cas, assez longue, d'accompagnement, etc., où les gens, entre guillemets, sont contents de nous avoir. On est quand même les bons relais, les bonnes. Enfin, moi, je suis en web analyse, donc forcément, je suis là pour apporter des recommandations aux équipes pour améliorer les sites web, etc. Donc forcément, ce que j'apporte normalement fait plaisir aux gens, ou en tout cas leur donne des idées, etc. Donc effectivement, l'intégration se passe plutôt bien là-dessus. Mais après, effectivement, voilà, il y a toujours une part d'incertitude quand tu rentres dans une nouvelle mission, comment ça va être pris justement cette intégration-là. Et justement, ça me fait penser à quelque chose, c'est comment tu trouves tes missions. Toi, du coup, tu as de la chance d'avoir des missions longues, donc au moins tu sais que tu vas en garder une très longtemps, tu n'auras pas besoin de prospecter tous les jours, etc. Mais comment tu les trouves, ces fameuses missions? Est-ce que c'est plateforme, LinkedIn, t'es contacté dans tous les sens? Yep, yep. Alors ouais, pour trouver des missions, donc alors sans expliquer toute la méthode bien évidemment, mais je dirais que globalement t'as deux types de missions que tu peux trouver. C'est soit des missions que tu arrives à signer en direct, donc tu postules à des offres, des offres si c'est pas par des intermédiaires, ou tu contactes directement les clients, ou tu as vendu une offre et tu peux signer en direct. Donc ça c'est nickel, c'est le grand jackpot. Tu mets ton TJM et tu factures au comptant. Ou soit plutôt la méthode que moi j'utilise, qui est plutôt d'utiliser les intermédiaires. Voilà, je sais pas quel est les ratios, je veux pas sortir un ratio, dire allez c'est 80% 20, 80-20, etc. J'en ai aucune idée, mais je pense que les intermédiaires, pourquoi il y a autant d'intermédiaires sur le marché, c'est parce qu'ils ont une réelle valeur ajoutée. C'est parce que voilà, ils ont un réseau, ils ont leur propre réseau, ils ont leurs contacts dans les entreprises, donc ils ont le vent des offres. Et du coup, au lieu de lutter contre ces intermédiaires, moi je suis plus partisan de travailler avec eux pour justement trouver une mission. Donc après, certes, ils te prennent un pourcentage, voilà, 10, 15, 10, 15%. Voilà, c'est normal, hein, c'est un service et comme tout service, mérite salaire, mérite son paiement. Mais par contre, l'intermédiaire, qu'est-ce qui est bien, c'est que il va te trouver une mission rapidement.
voilà, suivant ta situation dans laquelle tu es, bah voilà, est-ce que tu as de la trésorerie pour faire de la prospection pendant 3 à 6 mois? Parce que voilà, si tu cherches en direct, bah voilà, ça va prendre énormément de temps. Ça va pas prendre 5 semaines. C'est un travail de longue haleine, en tout cas pour les missions de chef de projet ou de product owner. Mais si par contre t'as le temps, bah vas-y, fais-le en direct. Mais par contre, si t'as pas le temps, voilà, il y a la trésorerie, t'as d'autres engagements, t'as un prêt, t'as une famille, etc. Bah, un intermédiaire, je trouve, c'est un bon compromis parce que du coup, tu auras plus facilement accès à certaines entreprises ou à certaines missions que si tu travaillais tout seul, quoi. Tu prospectais tout seul. Ouais, carrément, carrément. Effectivement, tu as raison. C'est pas du tout une lutte contre les intermédiaires qu'il faut mener. Je pense que clairement, c'est un très bon atout de les avoir avec soi. Au contraire, moi, alors, je vais pas dire que j'accepte tous les appels et tous les rendez-vous qu'on me donne, parce que sinon, ça ferait beaucoup. Mais effectivement, c'est bien de prendre contact avec certains cabinets ou autres qui justement mettent en relation les freelances et les entreprises. Parce que typiquement, moi, mon dernier exemple, donc c'est ma mission chez Louis Vuitton dans laquelle je suis actuellement. Bah, pour le coup, en fait, un cabinet m'avait sollicité pour une mission qui n'avait rien à voir, évidemment dans le même secteur d'activité, mais sur un tout autre acteur, et donc c'était 6 mois auparavant. Donc, au final, c'était pas allé au bout pour des raisons voilà, de budget, etc. Donc il y a plein de paramètres qui rentrent en compte. Et on te dit toujours la fameuse phrase, je vous recontacte si j'ai quelque chose. En général, voilà, on le va pas se mentir, classique. ça aboutit rarement. Ouais, c'est ça. C'est que normalement, c'est un peu la phrase de politesse. Et finalement, et ben, en fait, ça a porté ses fruits parce qu'ils sont vraiment revenus vers moi 3 ou 4 mois après avec cette fameuse mission-là, qui pour le coup, bah là, on avait gagné un temps précieux parce que ils savaient déjà mon profil, mes atouts, etc. Ils ont pu pousser mon profil très rapidement vers le client. Et du coup, ouais, j'ai pu décrocher cette mission parce qu'on a été rapide, on va dire, à réagir là-dessus. Donc non, franchement, ça peut être des très bons atouts de les avoir avec soi. Évidemment, il faut que la marge soit correcte, on va dire honnête pour que Bien tout le monde sûr. s'y retrouve. Mais en général, ouais, il n'y a pas de souci. C'est, comme tu dis, un service qui arrange tout le monde. Est-ce que toi, tu as d'une part, des petites anecdotes justement sur comment tu trouves tes missions et comment tu arrives à conclure justement ces fameux entretiens, etc. Est-ce que tu as des petits tips là-dessus ou des erreurs à éviter, par exemple? Yes, alors avant de dire les tips et les astuces, je vais rebondir sur bah, du coup ton anecdote chez Louis Vuitton. C'est exactement la même chose pour moi. Ouais. Du coup, chez April, donc là, je suis donc chez un nouveau client là depuis 6-7 semaines là. Donc chez April en tant que product owner. Et en fait, cette mission, je l'ai trouvée au bout de 6 semaines. Donc j'avais d'autres offres aussi en cours. Mais cette mission, comment je l'ai trouvée? C'est du coup une personne qui postait sur LinkedIn. Donc c'était une consultante de cabinet qui disait le message type de cooptation, venez chez nous, etc. Notre cabinet coopte, etc. Et je lui avais envoyé un message parce que je connaissais son cabinet de conseil et il m'intéressait parce que voilà, c'était le même secteur, le même type de rôle d'activité que je fais et on partageait un peu les mêmes valeurs. Donc je me suis dit allez, je lui envoie un message, je lui dis eh ben, est-ce que vous êtes ouvert au freelance? Elle me dit non, mais je peux quand même pousser ton CV. Je dis bah écoute, pousse mon CV s'il te plaît. Donc à l'agence de Lyon et à l'agence d'Aix-en-Provence. Et à l'agence de Lyon, ils ont voulu me rencontrer parce que voilà, ils étaient intéressés par mon CV, etc. L'entretien s'est très bien passé, mais tout comme toi, bah désolé, on n'a pas de mission et 95% des personnes avec qui on travaille, bah c'est du CDI quoi, c'est des consultants, des managers, des directeurs Ouais. chez nous. J'ai fait bon bah ok, bah restons en contact, etc. Et donc moi j'ai continué mes recherches, etc. Et en fait un mois après, il me rappelle, Lucas, j'ai une mission là qui correspond parfaitement à ton profil et tout. Écoute, si t'es chaud, envoie-moi ton CV et on regarde pour l'envoyer au client. Bah, je dis bah ok, vas-y, on y va quoi. Et j'ai commencé le process comme ça. Et du coup, on a fait après l'entretien avec le client et effectivement la mission elle matchait bien. Et après, du coup, quelques jours après, j'ai signé la mission du coup chez mon client. Mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est ça que j'essaye de dire aussi aux personnes que je coach, c'est on se rend pas compte en fait des opportunités qu'on peut avoir justement en rencontrant les personnes, en envoyant un simple message. Bah voilà, envoie un message, rencontre une personne, peut-être que ça n'aboutira pas, mais peut-être que ça aboutira sur quelque chose. Et ça peut aussi ne pas aboutir maintenant, mais plus tard. Si tu as fait un bon entretien avec quelqu'un, ça sera à vie le truc. Typiquement, j'étais en process aussi avec d'autres clients et j'ai 2 personnes en tête avec qui c'est super bien passé. Et finalement, je leur ai dit, bah écoutez, je vais m'engager là chez ce client-là à April, mais restons en contact. Et je sais qu'on est en très bon contact avec ces 2 autres personnes. Et le moment où je quitterai April, bah, je pourrais les recontacter pour éventuellement faire une mission chez eux si voilà il y a de la disponibilité quoi. Ouais, ah bah ça c'est un super luxe hein, de savoir que tu as potentiellement des autres pistes derrière qui peuvent se débloquer parce qu'effectivement tu as fait les bonnes démarches à un moment donné
et ça va te retomber dessus justement de la bonne manière, hein, bien sûr. Donc non, ouais, ça effectivement c'est trop bien. Mais crois pas que je vais t'oublier hein, sur les petits tips pour les entretiens, etc. Ah oui. Je veux des petites astuces. Alors, Alors, celles que tu veux, bien sûr. Est-ce que c'est sur les CV, les entretiens, comme tu veux, bien sûr. Mais vu que tu fais pas mal de coaching là-dessus sur LinkedIn, je veux des non, petites exclus, des petites choses qui peuvent aider les des trucs entrepreneurs. croustillants. Non, mais en fait, ce que je dis souvent, c'est que en fait, il n'y a pas vraiment de hack ultime. Alors, il y a beaucoup de personnes sur LinkedIn qui ont l'air d'avoir un peu la formule magique, mais d'après moi, ils ont surtout l'offre qui est super bien rodée et qui savent super bien vendre leurs choses. Moi, Bien ce que sûr. je leur dis à chaque fois, c'est en fait, il n'y a pas de miracle. Pour en fait décrocher une mission le plus rapidement possible et la signer, en fait, il y a plusieurs étapes pour le faire. Ça commence par construire un bon CV, avoir un bon profil LinkedIn, avoir des bons profils sur les plateformes, Freework, Malt, etc. et les autres plateformes. C'est avoir une bonne, prise, un premier entretien avec l'intermédiaire, après un bon entretien avec le client, après un bon suivi. Et en fait, voilà, toutes ces étapes-là, en fait, il y a des actions à faire de manière propre, de les faire de manière qualitative, et c'est des choses en fait qui sortent pas du chapeau magique. En fait, c'est des choses, voilà, que tout le monde sait, mais que personne ne fait au final. Voilà, ne serait-ce un truc tout simple, par exemple, d'utiliser des mots clés qu'il y a dans l'annonce et de le mettre dans ton CV, personne ne le fait. Et pourtant, c'est un truc tout simple, mais c'est parce que tu fais ça après et que tu rajoutes une autre chose toute simple que après ton parcours en fait pour trouver une mission est fluide, est excellent et de qualité et que tu décroches ta mission. Si par exemple tu mets une photo professionnelle, pas une photo que tu as pris en selfie, même si tu as un costard cravate, non, ça coûte 50 €. Tu vas aller voir un professionnel qui va te faire une photo professionnelle. Bah, ça fait déjà un point de plus sur ton CV. Ton CV, il est structuré, ça fait déjà un point de plus. Tu mets les mots de clé, ça fait un point de plus. Tu mets le titre du poste, ça fait un point de plus. Après, c'est pas ça, juste ça, qui fera la différence. Mais en fait, c'est toutes ces petites choses qui font la différence à la fin. Et c'est ça, du coup, en fait, Ouais, trop intéressant. l'astuce que je pourrais te donner, c'est que vraiment, en fait, il faut pas essayer de chercher le hack ultime. Il faut vraiment, en fait, essayer de se concentrer sur toutes les petites choses et les faire de la meilleure des manières possibles, en fait. Ouais, carrément. Et je te rejoins là-dessus. Effectivement, limite, faut peut-être essayer de se mettre à la place du client qui justement cherche quelqu'un pour un besoin précis. Évidemment, qui va apprécier que tu mettes. Alors, tu as effectivement mentionné le CV où tu mentionnes des petits points ou des petits outils qu'ils ont dans leur structure. Tu les mets dans ton CV. Évidemment que ça fait gagner des petits points. Et même si t'as pas besoin de CV, etc. Dans l'entretien, c'est pareil, je pense. Dans l'entretien, tu arrives avec on va dire, un message à faire passer. C'est que tu connais très bien ce sujet-là, ce thème-là, cet outil-là. Et donc, évidemment, quand tu vas te présenter au démarrage, même si tu as un peu déjà ton script tout fait que tu ressors à chaque client, et ben, alors évidemment, je sais pas si c'est quelque chose à recommander ou pas, mais il faut quand même que tu aies des choses dédiées à cette mission-là et que tu l'ajustes évidemment, que limite tu sois entreprenant et que tu ailles anticiper un peu les besoins suivants du client, des choses qu'il aurait même pas évoquées ou auxquelles il n'aurait pas pensé peut-être. Et tu vas voir un peu plus loin que ça, tu lui montres que tu connais ton domaine et que tu pourras l'aider, etc. Et ouais, ça, je pense que c'est des choses qui sont peut-être pas innées, mais je pense que on progresse assez rapidement là-dessus. Enfin, en tout cas, si on se détermine à vraiment se motiver et justement visualiser ce qu'aimerait le client et se mettre à sa place, je pense que tu peux vraiment gagner des points là-dessus. Ouais. Complètement en phase en entretien. Et non, en fait, quand tu dis le script, en fait, ce que tu appelles le script, moi, c'est ce que j'appelle la préparation. C'est que, évidemment, en entretien, il faut préparer. Tu sais, j'ai encore vu des gens qui disaient, ah non, mais il n'y a pas besoin de préparer. Moi, j'y vais au feeling et je rebondis sur les échanges. Non, mais oui, bien évidemment que tu vas rebondir sur les échanges, mais il faut que tu saches déjà comment tu vas structurer ton entretien et quels sont les mots-clés que tu veux donner à ton client. Exactement ce que tu dis, c'est de voir en fait qu'est-ce que le client veut et comment il va se souvenir de toi. Et ça, tu peux pas le faire en impro. Alors, si tu as 20 ans, 30 ans d'expérience, peut-être que oui. Et si tu es vraiment habitué, tu peux le faire. Mais non, l'expérience montre que non, un entretien, ça se prépare. Et comme tu dis, il faut un script. Un entretien, il y a un début. Un début, tu poses le cadre. Après, tu te présentes, tu échanges sur la mission, tu essaies de récolter des informations. Il faut tourner l'entretien comme si c'était en fait un peu un lancement de projet avec ton client. Mais après, derrière, il faut quand même relier certains points de ton profil avec certaines choses de la mission ou que va dire ton client pour pouvoir marquer des points et avoir la mission, quoi.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis sur le côté lancement de projet. Alors, je sais pas si ça s'applique à tous les secteurs d'activité, mais effectivement, c'est bien de faire comme si, en fait, c'était pas un entretien pour vérifier que l'un fit avec l'autre, que c'était limite pas un kick-off, on appelle ça. Le fait, C'est c'est ça, vraiment ouais. de lancer le projet à partir de là, comme s'il n'y avait pas d'autres concurrents, d'autres freelances, etc. Comme si, en fait, on était déjà l'élu et que ça partait à ce moment-là et que du coup, tu posais des questions pour justement commencer à voir les spécificités du besoin, les petites subtilités, ce genre de choses. T'as raison, ça peut être un très bon élément de voilà de faire comme si justement tu étais assez confiant pour tout simplement considérer que tu étais la personne choisie et que tu avais envie de faire cette mission et donc tu le montres. Et ouais, ça peut être vraiment un bon tips pour le coup. Tu vois, Ah ouais, t'étais pas sûr d'avoir complètement. un tips, au final, il y en a quelques-uns Ça, qui se baladent par ça y est, défaut. on l'a trouvé, on l'a trouvé. Non, mais trop bien, trop bien, trop bien. Et ouais, du coup, donc ça, tu fais pas mal de coaching justement sur LinkedIn donc pour aider les gens à faire la transition donc, de CDI à freelance. Comment tout ça, ça c'est venu tout simplement? Qu'est-ce qui t'a permis de te lancer là-dedans? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Yes, alors comment c'est venu? Alors c'est marrant ça comment c'est venu. En fait, du coup, donc comme je te le disais en début de discussion, donc j'étais pendant 1 an en Asie du Sud-Est, donc jusqu'à très récemment, et donc je suis resté 9 mois avec mon ancien client, et du coup il nous restait 3 mois de voyage. Et en fait, comme ma conjointe, elle aussi, elle est freelance, etc., elle avait continué son activité. Moi, il était hors de question que je me tourne les pouces, que je ne fasse rien pendant que elle travaille. Donc du coup, il fallait que je fasse une activité. Et en fait, je me suis dit ah tiens, je testerais bien en fait de publier sur LinkedIn sur les choses que j'aime, etc. Voilà, la gestion de projet, ma vie un peu de digital nomade et ma vie un peu de freelance. Et au début, c'était plus un challenge de se dire allez, je vais poster tous les jours et voir ce qu'il en sort. Et en fait, de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à poster du coup tous les jours. J'ai commencé à structurer un peu le process de création, bien évidemment, et j'ai après affiné. J'ai vu les sujets que j'aimais bien, les sujets sur lesquels ma communauté, enfin mon début de communauté, commençait à réagir. Et après, bah, de fil en aiguille, j'ai affiné. Et après, je me suis rendu compte que c'est vraiment la partie freelance, enfin la partie freelance pour les consultants freelance en gestion de projet, sur lequel j'apportais le plus de valeur ajoutée et aussi que j'adorais partager en fait voilà mes astuces ou toutes mes connaissances que j'ai pour réussir dans ces deux domaines-là. Et du coup bah voilà, j'ai commencé à poster et après bah il y a 2 3 personnes qui m'ont dit ah bah tiens Lucas, tu pourrais m'aider sur ceci cela pour trouver une mission pour mon CV etc. Et j'ai dit bah vas-y on regarde ça ensemble. Et après, je me suis dit, bon, bah, finalement, pourquoi pas proposer des séances de coaching. Et du coup, là, j'en ai fait quelques-uns. Et du coup, là, bah, effectivement, là, je suis en train un peu de formaliser un peu mon offre. Mais du coup, ouais, c'est comme ça que c'est venu, cette idée de coacher, en fait, les personnes. Parce que voilà, euh, tu vois, toi aussi, tu es freelance. On s'est rendu compte que ça apporte beaucoup de bénéfices d'être freelance. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais ça apporte énormément de bénéfices. C'est une autre vie. Et s'il y a des personnes qui sont motivées pour se lancer là-dedans, bah, moi, ça me motive encore plus pour eux les aider bah, pour y aller et réussir, quoi. Ouais, bah écoute, c'est totalement ça, hein, t'as raison, c'est pareil ce qui m'a lancé sur LinkedIn et YouTube, c'est le fait d'avoir plein de messages bah, à la fois d'amis et de proches de base, mais au fur et à mesure que j'en parlais, etc., et bah il y a plein de gens qui se mettent à te parler, ok, tiens, c'est marrant, j'avais pas du tout pensé à la freelance, ou au contraire, j'hésite depuis des années, mais je me suis jamais lancé. Bah c'est vrai que ça fait quand même sacrément plaisir à la fois de recevoir ces messages et de pouvoir aider ces gens-là, parce que forcément, si nous ça nous plaît, il y a aucune raison que eux ça leur plaise pas, hein, bien sûr, s'ils ont l'envie et la démarche de le faire évidemment que ça peut être positif. Et donc franchement, ouais, ça fait très plaisir. Je pense aussi faire une offre de coaching, d'accompagnement à la rentrée, donc à voir comment je mets tout ça en place. Puisque là, je le faisais gratuitement, mais c'est vrai qu'à force, forcément, ça prend pas mal de temps. Ça prend votre À temps, ouais. voir comment j'arrive à faire tout ça. Ouais, c'est ça. Mais forcément, c'est tellement satisfaisant que je m'en fichais, on va dire, jusque-là. Après, effectivement, s'il y a moyen d'avoir une source de revenus, on va dire, complémentaire et de peut-être réduire progressivement mes heures de freelance par des heures de coaching, ça peut être sympa aussi. Donc non, Exactement. à voir tout ça effectivement. Mais pour l'instant, ouais, en tout cas, ça te plaît et bah, pour le coup, le contenu LinkedIn, ça t'a plutôt bien réussi avec près de 6000 abonnés déjà. C'est quand même une six belle mille perf. abonnés, ouais. Ouais, bah, je démarrais pas de zéro, hein. J'avais déjà un peu entretenu le réseau depuis pas mal d'années. Mais ouais, j'ai dû faire quand même 2000, 2500 nouveaux abonnés en 6 mois. En 6 mois de contenu, ouais. Ouais. Donc ça Bon, va, ça. c'est très Ils très bien. Si sont, si, il faut le dire, bien sûr, c'est des vanity bien sûr, bien metrics. sûr. Bah, pour le coup, en plus, c'est des gens
qui sont actifs, etc. Enfin, je vois, il y a pas mal de likes, de commentaires, etc. Enfin, c'est des gens voilà, qui souhaitent apprendre et qui sont vraiment motivés là-dedans. Donc c'est très très cool, je trouve. Et surtout, tu peux te dire que tu peux aider quelqu'un. Regarde, le meilleur exemple, c'est quand même toi. Regarde, tu t'avais posté du coup un post sur le versement libératoire. Et putain, moi je me disais putain, mais c'est quoi cette histoire et je me souviens que c'était un fichier Excel. T'avais fait un comment ça s'appelle un petit calculateur. Et j'avais regardé ce calculateur, ouais. Et je me suis rendu compte, voilà que fallait vite que je rattrape le coup avant d'être rattrapé par l'URSSAF. Mais tout ça pour dire qu'en fait, ce qui est bien quand on publie sur LinkedIn, c'est que justement tu partages tes connaissances et surtout tu découvres des très bons créateurs, des très bonnes personnes qui justement partagent leurs connaissances et t'apprends énormément de choses, quoi. Que ça soit dans ton business ou dans d'autres business d'ailleurs. Ouais, non mais carrément. Ça c'est clair que tu as toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un. Surtout qu'en freelance, il y a tellement d'aspects différents. Donc il y a à la fois les compétences très techniques où il faut connaître tes outils, connaître voilà, on va dire ce qui te fait vraiment gagner de l'argent et apporter de la valeur aux gens. Après il y a tout le côté marketing, entretien, négociation, etc. Donc ça c'est plein de choses qui tournent autour de tes compétences et qui englobent vraiment ta personnalité, enfin ton profil. Et effectivement, sur LinkedIn, sur YouTube, tout ça, c'est tellement de ressources pour progresser dans chacun de ces domaines-là que en vrai, on a toujours quelque chose à apprendre. Donc c'est ultra intéressant à la fois de poster, d'échanger avec les gens et tout. Donc ouais, ça c'est toujours un plaisir. Évidemment, ouais, si en plus ça t'a aidé toi personnellement, c'est encore mieux pour ce petit versement libératoire. Mais... je mettrai évidemment en description le petit fichier qui permet d'avoir toutes ces infos-là. Mais écoute, ouais, trop bien. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot justement pour les freelances qui hésitent encore à se lancer? Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Ouais, alors du coup, je donnerais plutôt. Ouais, alors je dédicace ce message de la fin, mais je cible du coup plutôt voilà les personnes qui ont un peu le même parcours que moi, c'est-à-dire plutôt les consultants qui sont en cabinet de conseil, mais c'est vrai que ça s'applique à tout le monde. C'est faut pas avoir peur en fait de se dire passer freelance, je vais perdre la sécurité de l'emploi, etc. En fait, il faut à un moment donné se dire qu'est-ce que je veux faire dans la vie, sans de dire des gros trucs, mais même à très court terme, sur les 3 années qui arrivent, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et si on a envie de faire des trucs un peu sympas, comme par exemple être digital nomade, digital nomade, c'est pas compatible avec la vie de CDI. Si tu as envie d'aller dans un autre pays t'expatrier, c'est pas compatible aussi avec un CDI en France. Et du coup, faut pas avoir peur de se dire bah allez, je tente un peu sur l'inconnu, je vais tester la vie de freelance. Voilà, il y a plein d'infos sur le net, il y a pas mal de coachs aussi qui peuvent te permettre de gagner du temps. Et du coup, bah voilà, il faut se lancer et il faut pas avoir peur d'attendre X années, d'avoir les compétences ou quoi. Non, il faut se lancer et après toutes les informations, elles arriveront en chemin, quoi. Bah écoute, c'est le meilleur mot de la fin possible. Parfait. Est-ce que tu as des infos à faire passer, des petits liens? Enfin, évidemment, je mettrai tes liens en description, mais où est-ce qu'on peut te retrouver tout simplement? Yes, bah on peut me retrouver sur LinkedIn. Du coup, je poste tous les jours du coup sur la partie gestion de projet, freelance et leadership. Donc, si vous voulez me retrouver, n'hésitez pas à aller sur mon LinkedIn, à vous abonner et si vous avez des questions, vous m'envoyez un message et ce sera un plaisir que j'essaierai de vous aider et de vous répondre. Trop bien. Bah écoute, en tout cas, ouais, 45 minutes au total, donc nickel. On aura fait un beau petit échange. Un bel petit échange. Non, quand même, on va pas finir là-dessus. Non, mais en tout cas, ouais, super. Merci beaucoup, Lucas. Non, Et c'était bah top. écoute, on se voit très vite. Bah ouais, carrément, c'était vraiment un très grand plaisir de discuter ensemble et ouais, carrément, on fait ça quand tu veux. Avec grand plaisir. Allez, salut tout le monde. Allez, ciao.